Bonjour, vous avez choisi d'écouter un échange autour du roman Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov avec leurs deux traducteurs, avec André Markovitch et Françoise Morvan. Nous vous en remercions et vous ne perdrez pas votre temps. Ce roman, l'un des plus importants de la littérature du XXe siècle, a fait l'objet de trois traductions, dont cette dernière, et cette dernière traduction chez Inculte a été un des événements de la vie éditoriale, plus encore de la vie littéraire de 2020, cette année sérieusement perturbée, par, la maladie dont nous ne sommes pas encore sortis, ce 25 mars. Cette publication, de par son contenu, de par ce qu'a été écrit et publié dans l'Union soviétique de Staline, a toute sa place dans un programme du Festival L'Histoire à venir, consacré à usage du faux. Parce que usage du faux, usage du vrai, choses dites cryptées, comme ça a été le cas dans une grande partie de la littérature soviétique sous Staline, évidemment, ça ne pouvait pas échapper à notre vigilance. D'où la présence de ces deux invités ce week-end du mois de mars, ce premier week-end Venir à l'Histoire que nous vous proposons, dans lequel nous avons proposé 7 moments. Celui-ci, qui était un moment médian le samedi, malheureusement, celui-ci, donc nous n'avons pas pu aller au bout de ce moment, au bout de cet entretien que Nicolas Vives et moi-même avions avec André Markovitch et Françoise Morvan. Nous sommes tombés en panne 3 fois de suite de réseau et donc à la dernière, nous avons décidé de jeter l'éponge en attendant de recevoir au mois de juin, et la date est déjà calée au 18 juin. Ce sera notre appel du 18 juin à la librairie Ombre Blanche, de recevoir nos deux invités, j'espère dans une espèce de corps à corps avec, autour de Bulgakov et du Maître et Marguerite. Et nous rattraperons par un entretien que nous aurons au Théâtre Garonne et qui sera filmé dans de bonnes conditions, en direct, avec des gens qui sont là pour de vrai et non pas uniquement par l'intermédiaire des réseaux et d'internet. Voilà, en attendant, nous avons une demi-heure de cet entretien qui avait été réalisé, une demi-heure dans laquelle nous avions largement commencé à aborder quelques-uns des sujets, encore une fois, pour lesquels nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout. Nous vous confions cette demi-heure et nous espérons que vous y trouverez autant de plaisir, d'intérêt et de connaissances que nous-mêmes en avons eu. Et quoi qu'il en soit, et avant toute chose, quelle que soit votre patience le long de ces minutes avec eux, lisez Le Maître et Marguerite aux éditions Inculte, traduction d'André Markovitch et Françoise Morvan. Merci de votre attention. Il est 14 heures. Il est 14 heures précises. Nous sommes au Théâtre Garonne pour ce rendez-vous, ce premier rendez-vous de ce samedi, du week-end de l'Histoire à venir et finalement de venir à l'Histoire, puisque nous, en fait, nous venons chez vous, vous ne venez pas chez nous puisque vous ne pouvez pas être là, et nous venons chez vous à travers cette visio. Nous sommes un peu dans l'illusion du réel, et même travesti, on sera avec vous. Et pour cette édition qu'on avait l'an dernier intitulée Usage du faux, qui était la quatrième édition de l'Histoire à venir, et nous avons repris ce thème d'usage du faux tout au long de cette année 2021 en 4 sessions. Alors je vais juste rappeler quand même que l'Histoire à venir, qui a quand même eu 3 fois lieu en corps à corps, si j'ose dire, c'est une initiative, c'est un festival, une initiative du Théâtre Garonne où nous nous trouvons, des éditions à la Carcis, de l'Université Jean Jaurès et de la librairie Ombre Blanche. Nous sommes dans ce premier de ces 4 week-ends qui se dérouleront tout au long de l'année, toujours autour de ce thème. Ce week-end est consacré à la littérature et aux arts. Nous sommes sur la quatrième ou troisième rencontre. Nous avions hier Christian Bernard et nous aurons tout à l'heure Valérie Posner à 17 heures.
Et nous sommes aujourd'hui en compagnie, ils sont malheureusement loin de nous, ils auraient pu être là, mais malheureusement le confinement les contraint à Paris. Nous sommes avec Françoise Morvan et André Markovitch autour des questions de traduction, avec moi pour travailler avec eux pendant 1 heure et demie. J'ai Nicolas Vives qui est responsable de la littérature à la librairie Ombre Blanche, et nous allons, en compagnie de Nicolas, de Françoise et d'André, essayer de dévoiler quelques-uns des côtés cachés de cette grande machinerie à illusions que nos 2 traducteurs ont publié à la fin de l'année dernière. Une nouvelle traduction, une 3e traduction de l'extraordinaire roman de Mikhail Bulgakov, le maître, vous pardonnerez la prononciation, mais je pense que très vite vous allez me corriger. Donc cette formidable aventure romanesque qui s'appelle Le Maître et Marguerite, dont la première traduction en français avait été publiée en 1968. Voilà, nous aborderons donc des questions de traduction, et puis évidemment nous ne pouvons pas ne pas parler de cet écrivain Mikhail Bulgakov, que vous nous aiderez à découvrir. Je vais dire quelques mots à propos de nos 2 invités. Donc Françoise Morvan, qui a étudié et largement écrit autour de la littérature et de la langue bretonne, mais qui a fait un premier très grand travail et qui l'a accompagné toute sa vie autour d'un écrivain malheureusement souvent méconnu et on va dire parfois même oublié, qui est Armand Robin. J'y viendrai dans quelques secondes. Françoise Morvan a traduit de l'anglais, et puis depuis quelques années, elle travaille avec André Markovitch autour des traductions du russe. Avant Bulgakov, ça a été le cas pour notamment le théâtre de Tchekhov. André Markovitch, lui, traduit des œuvres littéraires depuis une 30aine d'années, traduit du russe. Et je crois qu'André, tu as appris auprès d'Efimetkin, qui a été un des très grands traducteurs de la poésie russe. Puis, tu t'es fait largement connaître du public avec tes traductions de Dostoïevski pour la collection Babel chez Actes Sud, donc l'intégrale des romans de Dostoïevski. On a beaucoup parlé de cette traduction, avant qu'on ne parle de ces traductions que tu as entreprises avec Françoise Morvan de Shakespeare et de Tchekhov. Puis on a connu par toi aussi d'autres traductions de Gogol et de Pouchkine. Tous les 2, vous venez de monter une maison d'édition pour produire, si j'ose dire, à la maison des traductions de poètes russes. On verra quelques images à la toute fin de l'émission. Peut-être avant d'aborder Bulgakov et Le Maître et Marguerite, donc un mot à propos de cet écrivain Armand Robin, un écrivain d'origine bretonne comme toi, Françoise, qui fut en France un des premiers poètes et écrivains à prendre, qui a eu un destin très particulier, à la fois dans les années 30 et pendant l'occupation. Donc cet écrivain qui a été un des premiers à prendre position contre le stalinisme, après avoir été un compagnon du Parti communiste français, qui nous a éveillés sur les questions de novlangue, sous cette novlangue révélée ensuite par George Orwell, et qui traduisit Bloch, Essénine, Pasternak, Mayakovsky. D'ailleurs, a été repris aux éditions Le Temps qu'il fait, sous le titre 4 poètes russes, ces poètes traduits par Armand Robin. Voilà, donc il a traduit ces poètes un peu avant tout le monde. Et peut-être, c'est en guise d'introduction, c'est Armand Robin, c'est quelqu'un qui a fait le pont entre vous 2, probablement, j'espère, et puis qui a fait aussi le pont entre nos 2 langues, entre le russe et le français, pour la connaissance de ces poètes. Voilà, on vous écoute. Oui, nous nous sommes connus au moment où j'avais décidé de faire une thèse pour rendre justice à cet auteur dont les textes avaient été dérobés chez Gallimard, etc. Et en fait, il a été très positif puisqu'il nous a permis de poursuivre son expérience. Et d'une part sur 2 terrains, d'une part ne pas séparer l'écriture et la traduction, raison pour laquelle on vient de faire les éditions de mesure aussi, et puis ne pas oublier les arrière-fonds politiques
et lutter contre la fausse parole. Et voilà, c'est les deux terrains, je dirais, principaux pour Bulgakov aussi. Peut-être, Françoise, peux-tu justement, à propos de la fausse parole, rappeler, puisqu'il y a le mot, nous sommes dans l'usage du faux, et la fausse parole a été un événement malheureusement trop méconnu de la littérature en France, et peut-être peux-tu rappeler ce dont il s'agissait, parce que c'est une chose vraiment assez passionnante, et cette histoire, la traduction a traversé complètement la vie d'Armand Robin. Bah, c'est quand même ce qui m'a attiré vers cet auteur qui était né dans la même petite ville que moi, c'était que précisément il avait essayé d'unir poésie et politique. Enfin, c'était ça qui m'intéressait, d'échapper à ce qu'il appelait la poésie pour poète. Lui, ce qu'il a fait, ça a été écouter la nuit les propagandes du monde entier, et il en a sorti un butin d'écoute. Et ma première publication, ça a été une réédition de son essai sur cette expérience quand même assez incroyable qui s'intitule La fausse parole. On est vraiment là aussi dans une thématique, la lutte de Bulgakov, c'est aussi la lutte contre la fausse parole. Robin décodait les discours politiques, les discours de propagande de Staline, et était un des premiers à essayer de montrer comment marchait la propagande, comment on utilisait des formules mortes, des lieux communs pour tuer la langue, pour tuer la pensée en quelque sorte, pour cacher la vérité. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parle de Robin, hein, je n'avais pas du tout pensé à l'origine, mais c'est vraiment très bien parce que d'un côté, c'est vrai qu'on s'est connus grâce à Armand Robin, et que après tellement d'années, alors que toutes mes éditions d'Armand Robin ont disparu, c'est-à-dire elles sont sorties, elles ne sont pas restées dans le tiroir comme Le Maître et Marguerite, elles ont réussi à sortir, mais il y a eu une énorme vague qui les a ensevelies à nouveau, et précisément en même moment où on publiait Le Maître et Marguerite, j'ai publié ma thèse là, en décembre, qui fait la synthèse de cette expérience d'édition finalement à nouveau pour le tiroir, enfin d'édition pour rien. Et on est vraiment à la fois dans le thème du faux, et on est également dans la réflexion que fait Le Maître et Marguerite sur l'institution. L'institution qui a fait que Le Maître et Marguerite est sorti miraculeusement. Parce que là, on est en train de parler de quelque chose qui existe par miracle, qui existe grâce à Helena, grâce à la ténacité de la femme de Bulgakov. Donc, dans le cas de Robin, on est dans des manuscrits qui sont sauvés miraculeusement, puisqu'il est mort dans un commissariat à l'infirmerie spéciale du dépôt, et c'est Georges Lambrix qui est allé avec Claude Roland-Manuel, qui sont allés sauver des manuscrits sous les pieds des déménageurs, et qui les ont déposés donc chez Gallimard. Donc là, on est sur le sort de 2 manuscrits interdits, parce que le manuscrit des fragments que j'ai édité date de 1942, et Robin est mort en 1961. Donc on est sur un manuscrit, je dirais 3 fois perdu. Perdu parce que Robin ne l'a pas publié, retrouvé, reperdu puisque le manuscrit a été complètement massacré, publié sous le titre du Monde d'une voix, et ensuite restitué, ensuite publié par moi, ensuite pilonné par Gallimard pour relaisser place à la falsification. Donc, alors, Le Maître et Marguerite, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est de manière totalement différente. Le fait que... Enfin, c'est le contraire. D'un côté, moi, ça a disparu, mais là, Le Maître et Marguerite, nous sommes rassemblés autour d'un manuscrit qui a été littéralement sauvé. C'est ce que disait Voland au Maître. Dans Le Maître et Marguerite, les manuscrits ne brûlent pas. Et l'histoire du Maître et Marguerite, c'est la façon dont le manuscrit de Bulgakov n'a pas brûlé.
grâce à Marguerite. Parce que Marguerite était évidemment comme une espèce d'image de la dernière épouse de Bulgakov, Elena. C'est elle qui a conservé les manuscrits, qui les a cachés, etc. Et qui a attendu le temps qu'il fallait pour le publier. Alors nous allons y venir, André. On va juste faire un tout petit peu un retour en arrière et dire quelques mots de cette... après, je vous laisserai commenter la vie et l'œuvre de Bulgakov, et puis nous rentrerons dans les questions liées à la traduction. Donc en fait, en 1946, on va bien voir le destin d'une œuvre qui n'est pas publiée. En 1946 paraît en français un essai de langue anglaise sur l'histoire de la littérature soviétique. Ce ne sera pas le seul livre, il y en aura aussi en France, notamment chez Gallimard dans les années 30. L'auteur est un russe blanc, il s'appelle Gleb Struve, il est de cette grande famille des Struve, il a combattu les bolcheviks, mais le fait, si je parle de ce livre ici, c'est que cet essai réduit à une sorte de littérature programmatique la littérature soviétique et oublie quelques grands, ou réduit quelques-uns des grands de la poésie et de la prose russe du XXe siècle. Et l'important, c'est que dans ce livre, autour de Bulgakov, il y a 3 pages, mais 3 pages qui réduisent complètement cette œuvre de Bulgakov à Diablerie et à 2 ou 3 autres titres, et qui en font une sorte d'épigone de Gogol, ça ne prend pas du tout la mesure de l'importance de l'œuvre de Bulgakov. Alors il est vrai que Bulgakov a eu quelqu'un qui, dans la littérature soviétique, a marqué par le fait qu'il a été classé comme un anti-bolchevique, et notamment avec la publication de La Garde Blanche. En dépit de cela, il a quand même une importance qui a été signalée par la suite dans le théâtre soviétique, et notamment avec cette pièce Les Jours des Tourbines, qui, malgré tout, en dépit de toutes les difficultés, a pu être jouée à Moscou. Voilà. Puis il disparaît. De toute façon, il est quasiment interdit d'écrire dans les années 30. En 1940, il meurt d'épuisement et puis d'une maladie probablement dégénérative. Et puis, rien jusqu'à ces manuscrits qui n'ont pas brûlé, comme tu le disais, André. Et en 1966, à Moscou, sort une version pas tout à fait complète, mais bon, une version du Maître et Marguerite. Au cours des années 60, il me semble que petit à petit, ces œuvres revoient un peu le jour à travers des revues soviétiques moscovites. Et puis donc cette révélation. Le livre sort en 68 en France, chez Robert Laffont, aux éditions Robert Laffont, dans la traduction de Claude Ligny. Et c'est une espèce d'intrusion météoritique d'un livre qui va être traduit dans le monde entier, qui va devenir un des livres les plus importants de la littérature russe du XXe siècle, au point même d'ailleurs que Bulgakov est, avec Pasternak, le seul écrivain russe de ce siècle, du XXe siècle, dans la collection La Pléiade. Voilà, donc cette histoire, elle est quand même vraiment complètement extraordinaire. Et est-ce qu'on connaissait avant 68 l'existence de ce roman? Est-ce que finalement, là, on avait une révélation de quelque chose de totalement inconnu, effectivement, comme je le disais, météoritique? Alors, Christian, en fait, la question, elle est double. D'abord, sur la littérature soviétique. Ce qui est frappant, c'est qu'il existait jusque dans les années 60, 70, 80, une notion qui s'appelle quelque chose qu'on appelle la littérature soviétique, avec un certain nombre d'écrivains, et qu'on se rend compte à 50 ans de distance maintenant que cette littérature en fait n'existe pas, que par exemple le grand roman soviétique Le Don paisible de Sholokhov en fait est un plagiat, un vol. Sholokhov n'a rien écrit, enfin très peu de choses, du Don paisible, et en fait que cette littérature soviétique était un faux pour servir à recouvrir la littérature véritable qui était clandestine et qui restait en manuscrit. Et ça, c'est la première chose. Et c'est extrêmement frappant de voir ça, que les grandes œuvres, que les grands textes de ce qu'on appelle la littérature soviétique, en fait, n'étaient pas connus. Et ni Mandelstam, ni les grands poèmes d'Akhmatov, ni voilà.
Pour Bulgakov, on connaissait l'existence, un cercle restreint d'amis autour de Bulgakov connaissait l'existence du roman. Et Bulgakov avait fait quelques lectures à quelques-uns de ses amis. Et l'opinion générale de ses amis était que ça ne serait jamais publié et qu'il valait mieux ne pas avoir entendu ce roman, parce que rien que de l'entendre était dangereux. Voilà. Quand c'est apparu, c'est paru en Union soviétique en 1967, dans une version qui était en gros censurée. Il y avait en gros un quart du livre qui avait disparu. Et très vite après, c'est des éditions de l'émigration, en fait financées par les Américains, qui ont publié le roman entier en mettant en italique tout ce qui avait été coupé. Et rien que ça était absolument extraordinaire. Parce que ça montrait la stupidité de la censure soviétique. Voilà. Mais dès que le roman est paru en 1967, tout le monde savait que c'était le grand livre du roman russe de la première moitié du siècle. Et la réputation de Bulgakov n'a fait que croître. Voilà. En fait, vous dites que le Maître et Marguerite vient là et vient reconfigurer l'histoire de la littérature russe du XXe siècle. Absolument, absolument. Comme la remettre en perspective. Comme les grands poèmes d'Anna Akhmatova, les derniers poèmes de Osip Mandelstam, comme l'œuvre de Andrei Platonov, qui est un autre des immenses écrivains totalement mis sous le boisseau en Union soviétique. Et d'autres. On ne parle pas, par exemple, d'Alexei Remizov, Françoise, qui est une... Traduit par Armand Robin. Ouais, qui est immense, mais qui lui a vécu en France. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous avions publié chez Ombre, notre deuxième livre était un livre de Remizov. Vous signez chez Inculte la troisième traduction en français, après donc, celle de chez Robert Laffont, qui était sortie à la fin des années 60, dans laquelle il manquait qui étaient parcellaires, l'autre traduction de la Pléiade, et vous avez fait un parti pris, comme à chaque fois, assez différent, puisque l'édition chez Inculte, vous avez souhaité intégrer des notes de bas de page qui sont une façon de lire de façon plus facile, les notes de bas de page, pour nous comprendre un petit peu le contexte dans lequel est écrit le roman de Bulgakov. Attendez, j'ai perdu le sens de ma question. Non, Nicolas, en fait, c'est clair. En fait, pour moi personnellement, après Françoise, elle va ajouter d'autres choses, mais pour moi personnellement, la traduction de Bulgakov, c'était un des buts de toute ma vie de traducteur. Oui. Parce que c'est l'aboutissement de tout un travail sur la littérature classique, c'est-à-dire sur Gogol, Dostoïevski et sur Pouchkine. Et ça, c'était déjà la première chose. J'ai construit toute ma vie sur, non pas la traduction du russe, mais sur la traduction d'un certain nombre d'écrivains russes, voilà, sur une certaine lignée, en particulier autour de Pouchkine. Et s'il y a un roman dans lequel Pouchkine est important, on en reparlera, c'est Le Maître et Marguerite. Il y a encore autre chose. C'était le seul roman que mon père a lu en russe. Et c'était pour moi une chose capitale, en quelque sorte, de rendre hommage je le dis d'une façon très simple, à mes parents. Et pour ma mère aussi, c'était essentiel. Mais quand je me suis lancé dans la traduction, en fait, je n'y arrivais pas. Et donc, en fait, Françoise relisait ma traduction, elle me disait que c'était pas ça. Et puis, on s'y est mis à deux. Moi, je suis venue à la rescousse. Voilà. C'est tout. Mais c'était... d'une part, on n'a pas les mêmes points de vue sur la traduction que la plupart des traducteurs. Donc, d'une part, il y a quelque chose qui est très important, c'est que
Bulgakov est un homme de théâtre. C'est un roman oral. Il a l'une de ses plus grandes œuvres, La Garde blanche, il l'a immédiatement adaptée pour le théâtre. C'est sûr que s'il avait eu le temps, s'il avait eu la moindre occasion de le faire, il aurait adapté Le Maître et Marguerite pour le théâtre. Et c'est plein de jeux de mots, c'est plein d'allusions. Par exemple, le petit texte là, qui commence avec sa gazeuse abricot, c'est un tout petit détail. Ils ont soif, ils demandent et ils ont envie de boire quelque chose. De toute façon, on est en URSS, donc il n'y a rien. Et on va donner quelque chose d'absolument festif. C'est une espèce d'horreur de boisson gazeuse qui fait qu'immédiatement ils sont malades. C'est tout un pays, toute une protestation de Bulgakov contre le monde dans lequel on le fait vivre est contenue dans La gazeuse abricot. Donc là, par exemple, on a cherché ce mot parce que rien que de l'entendre, c'est quand même assez horrible. Et puis c'est drôle en même temps. Mais si on dit c'est du jus d'abricot, non, il n'y a plus l'aspect soviétique de la chose. Tous les vêtements, quand on allait en URSS, on n'avait pas, ils faisaient pas, je sais pas, un corsage en coton. C'était un corsage en nylon avec des horribles choses dessus, absolument sinistres, dans les couleurs jaunes, orange, enfin marron, je sais pas. C'était gazeuse abricot, c'est un symbole, ça pourrait devenir un symbole. Et chaque petite chose comme ça, enfin, par exemple, les répétitions, les lourdeurs, les noms rigolos, tout ça, c'était très très important. Si à partir du moment où on considérait que on avait envie de traduire quelque chose qui n'était pas académique du tout. Oui, c'est important de les restituer en français. Mais bien sûr. Oui. Par exemple, les noms chez Bulgakov. Tous les noms, il y a 3 niveaux de roman. En fait, il n'y a pas un roman. Il y a un roman et il y a 3 romans dans le roman. Hein, il y a 3 niveaux de lecture, d'intrigue tout simplement. Le premier niveau, c'est l'arrivée de Voland, du diable, à Moscou, dans le Moscou des années 20-30. C'est pas très clair quelle époque, mais c'est pas grave. Donc, et ça, c'est un niveau de comédie. Vous avez d'autre part le niveau du roman d'amour, le maître et son roman avec Marguerite, et comment Marguerite va sauver le roman, écrit par le maître, et puis le roman lui-même du maître, qui est l'histoire de Yeshua et de Pilate. Bon. Et donc, dans tout ce qui a trait à Moscou, les noms sont comiques, les noms sont signifiants. Selon la tradition de la comédie, depuis Aristophane, et chez Gogol, et de Gogol. Mais si vous ne traduisez pas Bezdomni, et que si vous le laissez Bezdomni, le lecteur français ne va pas comprendre que le thème essentiel, que son nom, qu'il a choisi lui-même, ça veut dire celui qui n'a pas de maison, celui qui est sans logis. Or, le thème de la maison, et peut-être on va en parler plus tard, est un des thèmes fondamentaux. D'autre part, quand on répète, par exemple, le nombre de répétitions du mot repos qu'il y a dans le livre, le repos, eh bien, si vous ne répétez pas le nombre de fois qu'il y a ce mot, vous ne voyez pas que le sujet fondamental du roman, c'est l'aspiration au repos, et que c'est aussi un rappel d'un poème de Pouchkine dont on parlera plus tard. C'est-à-dire que notre parti pris de théâtre, d'oralité et de comisme implique un regard sur le roman, non pas simplement comme un roman, mais sur un poème, c'est-à-dire un texte construit par, architecture d'image. Voilà, par ce que Françoise appelle les motifs, par répétition d'images. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. J'imagine que c'est rendu d'autant plus difficile que Bulgakov joue avec les registres de langue.
les registres narratifs, littéraires, et c'est aussi une douzaine d'années d'écriture, donc j'imagine que l'écriture même de Boulgakov, elle change entre les premières esquisses et la fin des années 1940. Alors, ça se sent dans sa langue, ça. Alors, bien sûr. Donc, nous, naturellement, on traduit la dernière version. Et d'ailleurs, c'est tout un problème de savoir quelle est la dernière version. Et on ne va pas entrer là maintenant dans les détails, mais moi, j'ai 3 éditions modernes du Maître et Marguerite, et il y a des variantes de détails dans chacune des éditions. Ce qui, en soi, pose déjà un problème. Et là, comment vous faites? Vous basez sur une édition particulière ou vous essayez de faire une synthèse? Non, on s'est basé sur une édition particulière. D'accord. Voilà, parce qu'on ne peut pas, nous, du fait qu'on n'a pas regardé les manuscrits, on n'a pas fait le travail de textologie, on ne peut pas décider quelle est la version, etc. etc. Mais c'était un travail sur chaque mot, un travail considérable. Voilà. Maintenant, sur l'histoire du roman, de l'écriture du roman, il y a un moment où le roman bascule. Avant 1928, Françoise, il écrit un roman sur le diable. Et l'idée, c'est le diable. En 1934, après l'arrestation de Ossip Mandelstam, un des plus grands poètes russes, qui était son voisin, quasi pas de palier, mais d'escalier, apparaît un autre personnage, qui est le maître. Et à partir de là, le roman change complètement. Parce que ça ne devient plus un roman sur le diable, ça devient un roman sur le diable et le maître, et sur l'amour de Marguerite envers le maître. Et le pouvoir. Et le pouvoir. Et le pouvoir. Et le roman devient un roman sur 3 luttes entre le poète et le tyran, hein, ou le poète, oui, en fait, le maître et Staline, Pilate, et Jésus et Pilate, et puis, par derrière, Pouchkine contre Nicolas Ier. Et Molière, puisque Molière contre Louis XIV. Ouais. Mais c'est Boulgakov lui-même qui le dit. Hein. C'est formidable que vous parliez de Mandelstam, parce que moi j'avais trouvé un texte de Mandelstam qui date de 1922, qui s'appelle La lettre sur la poésie russe, où au début il compare la poésie, enfin les poètes russes symbolistes à des grands monuments architecturaux. Et du coup m'est venue cette idée qu'on pouvait peut-être comparer la littérature russe à une grande maison, dans laquelle les auteurs se parlent d'une pièce à l'autre. Parce que s'il y a une littérature qui est toujours en connexion avec ces grands anciens et en dialogue permanent avec des écrivains qui se lisent, qui dialoguent entre eux, c'est bien la littérature russe. Et on voit à quel point c'est à l'œuvre dans Le Maître et Marguerite, parce qu'à la fin de l'introduction que vous signez, André, vous dites que oui, le Maître et Marguerite est un palimpseste de la littérature russe. J'aimerais bien quand même que vous prolongiez cette idée-là. Pour nous, c'est une idée absolument fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la notion de maison dans la culture russe est fondamentale. Elle a été mise en avant par Pouchkine. Pouchkine faisait une distinction entre 2 notions de liberté. En russe, il y a 2 mots pour dire liberté. Svoboda, qui est la liberté politique et qui n'a jamais existé. Et puis, vous avez vola, qui est la volonté, la liberté intérieure, et qui est inaliénable. Pouchkine disait que tant que nous avons la vola, nous pouvons vivre dans notre dôme, dans notre maison. Et Pouchkine opposait la vie privée, le foyer, la maison, à l'histoire. Tout le conflit de toute la littérature russe est la disparition de la maison sous le poids du pouvoir. Et le thème de la maison est en lui-même un thème fondamental du Maître et Marguerite, puisqu'il n'y a plus de maison du fait que tout le monde vit dans des appartements communautaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie privée. C'est-à-dire que l'être humain appartient totalement à l'État. Ça, c'est le premier point.
Et d'autre part, Bulgakov ne cesse, et c'est pour ça que cet écrivain qui s'appelle Бездомный, qui a choisi lui-même ce pseudonyme Бездомный, c'est pour ça qu'il était un François essentiel de l'appeler sans logis. Sans logis ou sans maison. Enfin, on a beaucoup hésité avant de transposer le nom, et on est tombé sur sans logis. Et donc, ça, c'est les thèmes de Pouchkine. Toute la fin du roman, dans lequel le sujet est la recherche du repos, c'est une expansion extraordinaire d'un très court poème de Pouchkine, d'un très court fragment de Pouchkine. Et peut-être, comment dire, j'essaierai de vous le lire, de vous le dire. Ben oui, prenons le temps. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Et ça dit ça. Partons, amis, partons, que le repos nous vienne. Les jours fugaces fuient, et tous les jours nous prennent un peu de notre cœur. Nous prévoyons encore de vivre, et quoi? Qui sait? Et quoi? Demain, qui sait? Nous serons morts. Qui parle d'être heureux? Non, en repos et libre. Depuis longtemps, longtemps, ce rêve brûle et vibre. Esclave exténué, j'ai projeté de fuir au pays des travaux et des nobles plaisirs. Eh bien, ces 8 vers, en quelque sorte, portent en eux-mêmes tout le roman du Maître et Marguerite et toute la fin du Maître et Marguerite. Enfin, ouais, Voilà. Et Bulgakov se met tout le temps à répéter à la fin « para, para ». Ça veut dire littéralement « il est temps, il est temps ». Donc on traduit par « partons, partons ». Et nous allions terminer ce débat autour justement, à propos de censure, autour d'un acte en quelque sorte de censure que la semaine dernière André Markovitch a signalé dans une très belle tribune du Monde que nous voulions commenter en point final sur des questions d'éthique et de politique de la traduction. Alors on va d'abord vous renvoyer à la lecture de cette tribune du Monde dans le Monde de vendredi dernier, dans le Monde des livres, du vendredi précédent, il y a 8 jours exactement, et nous vous retrouverons dès que nous le pourrons. Voilà, donc j'espère à très bientôt autour du Maître et Marguerite. Merci. Merci Christian.